les microbiotes environnants, dont le microbiote intestinal. D'ailleurs, donc le microbiote vaginal est quand même différent parce qu'en fait, au moins il est diversifié, au plus il a de lactobacilles, au plus il est. Alors surtout quand il est, où il a des lactobacilles protecteurs, parce qu'en fait ils ne sont pas tous protecteurs, mais normalement il est constitué de 60 à 80, voire plus de pourcents de lactobacilles, on verra au cours demain. Donc les lactobacilles, il y a un réservoir de lactobacilles au niveau du rectum. Donc bien sûr il faut un microbiote intestinal en bonne santé. Donc ils sont interconnectés, mais ils sont quand même assez différents. C'est bien sûr un microbiote qui, pour moi, enfin un examen qui est intéressant chez les femmes, chez toutes les femmes en fait. Bien sûr les femmes après la puberté, que ce soit en prévention, que ça soit donc tout simplement pour voir, voilà, on verra quelle communauté bactérienne, quel type de microbiote a la femme, est-ce que c'est un microbiote protecteur ou pas, est-ce qu'elle a plutôt un microbiote avec une diversité bactérienne augmentée et qui finalement la met à risque d'acquérir des infections sexuellement transmissibles, d'être peut-être à risque aussi d'avoir des problèmes lors de la grossesse. Donc voilà. C'est pour moi une analyse qui met vraiment la santé de la femme au centre de tout, et qui est pour moi vraiment indispensable en fait. Qu'on ait des symptômes ou pas, finalement il faut savoir que on peut avoir une dysbiose du vagin, donc un déséquilibre de la flore vaginale ou du microbiote vaginal et être totalement asymptomatique. Donc il y a 50%, on considère que 50% des femmes avec un état de dysbiose sont asymptomatiques. Donc elles n'ont pas de symptômes et ce n'est pas pour autant qu'elles ne sont pas à risque de certaines pathologies. Donc c'est indispensable pour moi de faire ce test, voilà, pour savoir est-ce qu'on est protégé ou même si on n'a pas de symptômes, peut-être qu'on est à risque de développer certaines infections. On peut le faire tout à fait en prévention. On peut le faire si voilà, on a eu une ou plusieurs infections sexuellement transmissibles, ou si on a eu des candidoses vaginales. Quelle femme n'a pas eu un jour une candidose vaginale? Alors, ce n'est pas une infection sexuellement transmissible, mais bien sûr, si on a des infections non sexuelles de type candidose, vaginose bactérienne, un épisode, voire plusieurs épisodes, bon, on a tout intérêt à faire un microbiote vaginal. Si on a peut-être eu des fausses couches ou des échecs de transplantation lorsqu'on fait des fécondations in vitro, ça peut être intéressant bien sûr de faire un microbiote vaginal. On parle aussi du rôle du microbiote vaginal dans l'endométriose, qui est une pathologie quand même très fréquente, même dans le syndrome des ovaires micropolykystiques. Et puis il y a des femmes qui sont finalement pas forcément diagnostiquées avec quoi que ce soit, mais qui ont tout simplement des plaintes, des brûlures, des gènes. On peut parfois faire des frottis bactériaux et puis il n'y a rien, donc il n'y a pas de diagnostic. Et puis aussi toutes ces femmes qui ont des infections urinaires, incidentes aussi, où on n'arrive pas à les aider, même avec les mesures classiques. On a caractérisé le microbiote vaginal en plusieurs communautés bactériennes, donc en 5 communautés. On sait qu'il y a 3 des communautés qui sont représentées par des lactobacilles qui sont très protecteurs. Et donc voilà, on peut considérer que si on a un microbiote dont la dominance est un lactobacille, soit de Crispatus ou Gasseri ou Jenseni, qu'on a plutôt un microbiote plutôt protecteur, parce qu'en effet, ce sont des lactobacilles qui vont bien acidifier le milieu et qui vont aussi produire du peroxyde d'hydrogène,
donc il y a un effet antibactérien. Donc en effet, c'est bon, pas au niveau de la technique parce que moi je ne suis pas biologiste, mais c'est moi qui ai fait la recherche scientifique, c'est moi qui ai fait les commentaires, et donc on a décidé d'utiliser cette classification Valencia, qui caractérise le microbiote vaginal en communautés, donc en 5 communautés, avec une communauté qui est la communauté de type 4 qui est représentée même avec des sous-groupes. En tant que femme, forcément, c'est quelque chose qui me parle puisque ça concerne la santé de la femme. Et puis voilà, c'est vraiment une analyse qui est spécifiquement pour la femme. Donc c'était plutôt stimulant pour moi de pouvoir faire une recherche et d'élaborer, de permettre l'élaboration d'une analyse pour pouvoir aider justement les femmes dans plein de problématiques. Que 50% des femmes ménopausées n'ont plus de lactobacilles. Donc finalement, traiter à l'aveugle, est-ce que prendre un traitement, si finalement on n'a pas un microbiote déséquilibré, ça n'a pas d'intérêt. Donc finalement, faire aussi une analyse permet vraiment de personnaliser la prise en charge. Pour la prise en charge on va dire de la dysbiose vaginale, les traitements sont essentiellement oraux, des prises orales. Pourquoi? Parce qu'en fait, la législation a changé et tout ce qui est dispositif, donc intravaginal, ne peut plus contenir de bactéries vivantes. Ça peut être que des bactéries qu'on dit tindalisées, donc en fait qui sont des bactéries mortes. Donc forcément, on utilise beaucoup de probiotiques PEROS qui vont bien sûr passer par le microbiote intestinal. Donc il y a des études qui montrent qu'on va avoir une énorme colonisation du vagin à partir, en général, une colonisation importante à partir du 20e jour de la prise d'un probiotique PEROS. L'alimentation, il y a une étude, d'ailleurs une grosse étude en Belgique, qui est l'étude ISALA, a montré l'impact de l'alimentation aussi sur le microbiote vaginal, tout en sachant que l'alimentation aussi a un impact sur le microbiote intestinal. Et donc on voyait que les femmes qui avaient une consommation plus importante de légumes et de poissons, ce qui en fait aussi nourrit les lactobacilles du microbiote intestinal, mais avaient aussi un microbiote vaginal plus équilibré. On ne va pas faire un prélèvement pour le microbiote vaginal juste avant, juste après les règles, parce que le pH va être plus alcalin à cause des règles. Et donc on a constaté qu'il y a des femmes qui pouvaient avoir un bon microbiote, mais qui se déséquilibraient juste au moment des règles ou juste au moment des rapports. Du coup, on ne va pas faire un prélèvement à ce moment-là, en tout cas. Après, il y a plein de facteurs au niveau de l'hygiène qui peuvent influencer le microbiote vaginal. Et donc, on va éviter de faire des douches vaginales. On va utiliser des produits appropriés, donc on conseille d'utiliser ce qu'on appelle des syndettes, qui sont des savons sans savon. On déconseille l'épilation définitive aussi, l'utilisation de serviettes hygiéniques de manière quotidienne. Voilà, donc il y a plein de choses qui peuvent perturber. Alors voilà, mais concernant le prélèvement, c'est surtout on évite de faire le prélèvement aux alentours des règles, et voilà, à distance de rapport, c'est mieux, parce qu'on sait, en effet, il y a eu une publication, je pense que c'est de 2024, qui montre qu'il y a des microbiotes qui sont en eubiose tout le temps, il y en a qui sont en eubiose la plupart du temps, avec des petites perturbations comme ça ponctuelles. Il y a des microbiotes qui sont en dysbiose constante, et il y a des microbiotes qui sont en dysbiose, voilà, de manière très ponctuelle, souvent liées aux règles et souvent liées au rapport. Donc voilà.
pour vraiment que ce prélèvement soit fait correctement, on fait ça dans les règles. Le rôle des œstrogènes essentiellement, mais aussi de la progestérone, c'est qu'en fait les œstrogènes vont épaissir la muqueuse vaginale et faire que cette muqueuse va se gorger de glycogène. Et c'est le glycogène qui va nourrir les lactobacilles. Et donc en deuxième partie de cycle, il va y avoir un épaississement vraiment de l'épithélium vaginal. Les cellules superficielles vont être éliminées et vont être plus à nu ces cellules intermédiaires qui sont vraiment enrichies en glycogène et qui vont nourrir les lactobacilles. Et grâce à ça, les lactobacilles vont pouvoir être nourris et exercer leur effet parce qu'ils vont produire en fait de l'acide lactique qui va rendre le pH plus acide et aussi donc du coup inhiber, réduire la prolifération de pathogènes. Les lactobacilles vont aussi rentrer en compétition au niveau de la muqueuse vaginale vis-à-vis des nutriments, vis-à-vis de l'adhésion par rapport aux pathogènes. Et comme je l'ai dit, les lactobacilles produisent, en tout cas les plus protecteurs, ce fameux délactate. Alors il y a deux formes d'acide lactique. Il y a le délactate qui est plus acidifiant, le L-lactate qui est moins acidifiant, mais aussi les lactobacilles produisent des bactériocines, produisent du peroxyde d'hydrogène pour certains, et puis ils vont aussi agir sur l'immunité locale.